Bonjour à toutes et à tous, je vous présente la troisième et dernière vidéo pour essayer de vous éclairer dans le choix de votre caméra. Normalement, vous devriez déjà savoir si vous préférez une caméra ou un réflexe. Si c'est pas le cas, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, elle est juste là. Aujourd'hui, je vais vous aider à trouver le modèle précis qui vous correspond. Souvent, chez les photographes, on peut retrouver le débat Canon-Nikon. Les gens se demandent ce qui est le mieux et globalement, la réponse est qu'il n'y a pas une marque meilleure que l'autre. Ça dépend de ce que vous avez besoin en termes de prise en main de l'appareil, de son ergonomie globale, des fonctionnalités dont vous avez besoin, etc. En vidéo, c'est pas exactement pareil. Là où un 5D Mark IV et un Nikon D810 se valent à peu près en photo, un 5D et un GH5 sont très différents en vidéo. Attention, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je dis qu'il y a des différences, que l'un sera meilleur pour certaines utilisations, l'autre pour d'autres. Cette vidéo va vous aiguiller à ce niveau-là, sans pour autant lister des caméras, parce que ça évolue très vite dans ce milieu. Bon, commençons. Déjà, on peut avoir une différence au niveau de la taille de capteur. Et vu que les différentes tailles de capteurs peuvent influencer votre image, il faut le prendre en considération. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ça et d'autres points assez techniques, une vidéo dédiée à l'explication de ces termes est disponible aussi. Après, je dis pas qu'un plus grand capteur est meilleur qu'un autre ou l'inverse. Mon GH4 a un capteur micro 4/3, un 5D a un plein format sur un capteur 2 fois plus grand. Mais déjà, les influences du micro 4/3 sur l'image peuvent, dans une certaine mesure, être compensées avec des bagues d'adaptation. De plus, c'est pas parce que votre GH4 a un plus petit capteur qu'un 5D que l'image est moins bonne. Elle sera juste différente. C'est à vous de voir ce que vous préférez comme esthétique lorsque vous achetez votre caméra, bien sûr en prenant en compte d'autres paramètres. Mais alors quels sont ces autres paramètres? L'autonomie par exemple, ça peut paraître un peu basique, mais j'ai très rarement eu besoin d'utiliser la deuxième batterie de mon GH4, alors qu'un Canon et surtout les Sony ont souvent besoin de pas mal de batterie pour pouvoir tenir la journée. En plus de devoir dépenser plus d'argent, avoir plus de batterie peut, en tournage, vous ralentir. Ça peut même vous faire rater une action. En captation par exemple, c'est un réel problème de devoir changer une batterie et de perdre 30 secondes voire 1 minute sans pouvoir cadrer. Maintenant, parlons de la 4K. Alors oui, on dit que personne n'a d'écran 4K, que personne n'a la connexion pour lire de la 4K, mais ça peut quand même être bien. Déjà, et d'ici quelques années, on peut espérer que lire de la 4K soit quelque chose de plus accessible. Ensuite, ça permet de recadrer l'image jusqu'à 200% en Full HD sans perte de qualité visible. Et dans tous les cas, on peut gagner un peu en netteté en exportant de la 4K en Full HD. Bon, après la 4K, c'est pas obligatoire du tout pour avoir une belle image. Si vous ratez votre point, vous pouvez avoir le piqué que vous voulez, votre image sera floue. De toute façon, maintenant, toutes les caméras à peu près proposent de la 4K pour moins de 1000 €, donc ce paramètre est un peu moins important. Vu que la 4K est maintenant très répandue, les constructeurs aiment se battre sur les cadences. Certaines caméras montent à 200 images secondes, d'autres restent à 60. Si vous ne comptez pas ralentir 8 fois votre image, ça sert à rien de choisir un modèle de caméra, juste parce qu'elle tourne à 200 images secondes. Après, si vous le voulez, le ralenti ça peut être très bien. Quelque chose auquel on ne pense pas assez pour choisir une caméra, c'est sa connectique. Bien que maintenant la prise mini jack est quasiment présente sur n'importe quel DSLR pour brancher un micro, tous les modèles n'ont pas de prise casque, ce qui peut être vraiment embêtant si vous avez quelqu'un derrière la caméra. Mais en dehors de ces classiques, certaines caméras ont de manière native ou avec des accessoires des possibilités de brancher des micros en XLR et de les alimenter. Les connectiques d'affichage peuvent également être assez importantes. Même si on a souvent une application pour se connecter en Wi-Fi à notre appareil et pour voir ce qu'il filme, brancher un écran externe peut être beaucoup plus pratique. Meilleure qualité, pas de délai d'affichage, un affichage plus grand, ça peut aider pour cadrer et pour montrer un rush à un groupe en fiction par exemple. Pour brancher un écran, il existe plusieurs connectiques, le HDMI et le SDI. Le HDMI c'est le classique, vous en avez déjà forcément utilisé, mais l'inconvénient sur une petite caméra c'est la taille du port. Du coup, les constructeurs ont tendance à mettre des mini HDMI qui sont moins solides mais prennent beaucoup moins de place. Beaucoup de personnes ont eu de gros problèmes avec leur GH4 parce que le connecteur mini HDMI se cassait dans le port de la caméra. C'est pour ça que le GH5 a une sortie HDMI classique. C'est plus solide et en plus ça tient un peu mieux. Le SDI lui est une connectique plus professionnelle, utilisée notamment pour relier une caméra à une régie live ou à des écrans sur un plateau de tournage. Ces câbles ont l'avantage d'avoir un système de blocage pour éviter de les débrancher. Et surtout, on peut transporter un signal sur une bien plus longue distance qu'avec de l'HDMI. Une chose à laquelle il faut faire attention avec les caméras qui sortent du signal en HDMI, c'est l'image qu'elles sortent. Je sais que les Sony A6500 par exemple sortent l'image sans information. Si vous voulez un écran pour cadrer en gardant vos zebras, waveforms et autres informations sur votre moniteur, il faudra vous assurer que ce soit le moniteur qui ait ces fonctionnalités, pas la caméra. Sinon aussi par exemple, mon vieux Canon n'envoie pas de Full HD et impossible d'enlever l'overlay. Parce que oui, pour faire du direct ou enregistrer en externe, c'est quand même mieux que la caméra n'envoie pas l'interface. Pour revenir très rapidement sur ce que sont les zebras, waveforms et autres vectorscopes, ce sont des aides qui existent, soit pour faire son plan, soit pour l'étalonner, qui, en gros, vont afficher avec des graphiques la quantité de lumière ou de couleur dans votre image. L'avantage de ça, c'est que vous avez des informations justes, car ce sont celles du fichier et non pas une version modifiée par la colorimétrie de l'écran, sa luminosité ou des reflets du soleil dessus. Pour rentrer un peu plus en détail, un waveform, c'est un peu un histogramme en plus détaillé. L'histogramme vous donne la quantité de votre image dans chaque degré de luminosité.
En gros, s'il est assez à gauche, votre image est sous-exposée, s'il est assez à droite, elle est surexposée. Le waveform lui va faire ça aussi, mais par colonne de pixels. Donc en gros, vous pouvez voir à quel niveau d'exposition est la gauche, le centre ou la droite de votre image. Après, il existe aussi les zébras qui mettent en surbrillance les zones brûlées ou bouchées de votre image, les fausses couleurs, le vectorscope, j'en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée. Parlons maintenant rapidement de stockage. Même si maintenant la grande majorité des caméras pas trop chères tournent sur des cartes SD, il faut savoir que les caméras plus haut de gamme avec un bitrate très élevé enregistrent sur SSD pour avoir un support plus rapide mais également un peu plus solide et avec des capacités généralement plus généreuses. Mais même quand on parle de carte SD, il faut faire attention. Certaines cartes sont trop lentes pour pouvoir encaisser le débit qu'envoient certaines caméras. Du coup, pour éviter d'avoir des problèmes lors de l'enregistrement, je vous conseille dans tous les cas de prendre au minimum des cartes SanDisk Extreme, voire des Extreme Pro. Elles enregistrent à 95 MB par seconde et donc encaissent largement les 400 Mbps par seconde que peut atteindre le GH5. L'évolutivité de votre caméra peut aussi être un plus. Si vous voulez pouvoir garder vos accessoires, voire vos objectifs en changeant de caméra, vous économisez de l'argent. Mais du coup, il faut prévoir le coût dès le début, quitte à payer un peu plus cher ses objectifs, voire une bague d'adaptation. Parce que par exemple, votre 12-35 Panasonic à 700 balles, il est très bon, hein, mais si vous changez pour un A7S, une FS5 ou une C300, vous ne pourrez pas le garder. Alors que si dès le début, vous prenez que des objectifs compatibles Canon, par exemple, avec une bague sur votre GH4, vos objectifs pourront se monter sur quasiment toutes vos futures caméras en rachetant peut-être une bague pour certaines caméras. Bien sûr, c'est pas rentable si vous comptez juste acheter un 50 f1.8 à 100 €. Mais quand on a 3000 € d'objectifs, ça fait mal de pas pouvoir les garder si on change de caméra. Maintenant, il faut aussi penser à l'ergonomie de votre caméra. En dehors du placement des boutons, la prise en main est assez importante. Est-ce que la caméra tient bien en main? Est-ce qu'elle tient bien sur l'épaule? Vous pouvez vous construire un rig pour améliorer ceci, surtout avec des réflexes. Mais du coup, ça prend plus de temps à se mettre en place et ça a tendance à faire un peu brouillon. Mais si le rig est bien pensé, qu'il est bien agencé et qu'il n'est pas brouillon surtout, il peut être assez rapide à être mis en place, à être modifié, et il peut même prendre beaucoup de caméras différentes. La taille de la caméra ou du rig peut aussi être importante. Un rig compact ou une caméra qui s'autosuffit, ça peut être rangé directement dans un sac sans devoir être démonté. C'est un gain de temps énorme pour commencer à tourner quand vous arrivez sur un tournage. Le poids d'une caméra ou d'un rig n'est pas vraiment important, c'est surtout sa répartition qui est importante. Si Hoyte van Hoytema peut prendre une caméra IMAX à l'épaule, ou même s'il est un peu habitué et un peu fou, vous pouvez bien mettre votre GH5 équipé. Il suffit de bien répartir le poids pour qu'il pèse pas trop sur le bras et plus sur l'épaule. Bon, j'ai encore pas mal de choses à dire sur les rigs, mais vu qu'une vidéo dédiée est prévue un jour, on va se reconcentrer sur les caméras. Passons sur des termes un peu techniques mais importants dans le choix d'une caméra qui font la qualité technique de votre image. Déjà la dynamique. La dynamique d'un capteur, c'est en gros la capacité d'un capteur à restituer à la fois des zones claires et des zones sombres d'une image sans perdre de détails. L'exemple simple mais pas ultra réaliste que tout le monde utilise, c'est le contre-jour. En gros, si vous êtes en intérieur en train de filmer quelque chose d'assez sombre et qu'il y a une fenêtre qui donne sur un extérieur en plein jour, si votre caméra a une mauvaise dynamique, un des deux sera soit sous-exposé, soit surexposé. Avec une bonne dynamique, une caméra peut récupérer du détail dans les deux opposés en simultané. Mais dans les faits, on fait pas ça. Soit on éclaire l'intérieur, soit on se débrouille pour l'extérieur, soit moins clair. Bien sûr, si on est en extérieur, une bonne dynamique aidera à garder des informations dans un ciel clair, sans devoir sous-exposer toute notre image. Mais ça fait pas des miracles. Surtout que la plupart des caméras, en dehors de celles qui coûtent vraiment cher, ont une dynamique assez similaire, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Pour rester dans la luminosité, on va parler rapidement des capacités en basse lumière d'une caméra. Alors oui, la 7S2 monte à 400 000 ISO, est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Car, encore une fois, quand on n'a pas de lumière, on booste pas le signal, on éclaire. C'est plus simple et c'est plus beau. Après oui, c'est quand même pratique qu'une caméra soit parfaite à 3200 ISO dans certaines situations, ça peut aider. Et même si je peux en fâcher certains en disant ça, concrètement on s'en fout totalement d'avoir une caméra qui monte à 50 000 ISO sans un pet de bruit. Si vous voulez filmer de nuit comme s'il faisait jour, filmez juste de jour, et pour tourner de nuit en voyant votre sujet, mettez de la lumière. Monter en ISO à ce point ne sert pas à compenser une scène sombre, mais une scène pas du tout éclairée. Donc, dans quasiment toutes les situations, pour peu que vous ayez un objectif avec une ouverture décente, vous n'avez pas besoin de surbooster votre signal. Ajouter de la lumière, ça rendra bien mieux. Parlons maintenant de quelque chose de très subjectif et qui, pour moi, à mon niveau, n'a pas de très grande importance, c'est le rendu couleur du capteur. Parce que oui, un capteur de Sony, de Canon et de Panasonic n'est pas construit de la même façon. Donc il y a des différences de rendu d'une caméra à l'autre. Mais il faut pas mélanger le profil d'image de la caméra et le rendu couleur de son capteur. Pour réellement juger des différences de rendu d'un capteur, il faut, à mon avis, déjà maîtriser parfaitement la colorimétrie pour pouvoir vraiment voir si c'est un problème ou si c'est juste quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand on filme en log, il y a quand même une interprétation du signal du capteur, mais vu que le log se corrige énormément, vous pouvez changer une teinte comme elle vous plaît à l'étalonnage. Et sinon, franchement, oui, il y a des différences entre un Canon et un Panasonic, mais les différences sont assez minimes. Ces différences de colorimétrie ne sont pas un réel problème pour moi, à moins d'être en multicaméra où toutes les caméras doivent avoir un rendu au plus identique. La différence de colorimétrie entre deux capteurs est assez peu visible
YouTube, je trouve, surtout si vous avez essayé un tant soit peu de faire de la colorimétrie pour aider à l'ajustement. Après, si vous êtes très pointilleux, que vous avez déjà beaucoup expérimenté et que ce que vous faites vous demande le moins de travail possible en post-production, peut-être que là oui, choisir une caméra pour le rendu couleur de son capteur, c'est pas si mal. Mais franchement, je trouve qu'il y a plus important. Si vous voulez qu'on continue à parler des paramètres techniques d'une caméra mais d'une façon un peu plus approfondie, j'ai fait une vidéo dédiée à ça, elle est disponible sur la chaîne. Sinon, voilà tout pour cette troisième vidéo sur le choix d'une caméra, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas vous pouvez aimer la vidéo, et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, la prochaine fois on commencera à parler de comment choisir un objectif. Allez, salut!